Bonjour à toi et bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle nous allons donc travailler ensemble sur le langage de programmation Python. Moi, c'est Tunji en tant que David, ingénieur informaticien passionné par les métiers de la data. Aujourd'hui, je vais donc rédiger avec toi plusieurs programmes en langage de programmation Python. On verra donc c'est quoi le langage de programmation Python, quels sont donc ses avantages et ses inconvénients. À la suite, on va donc essayer de parcourir plusieurs, donc on aura beaucoup de codes à rédiger en Python. Je vais donc te montrer comment rédiger, comment se présente la syntaxe du langage Python. Donc, reste donc jusqu'à la fin de cette vidéo. Alors, déjà, ce que tu dois donc comprendre, c'est que Python, c'est un langage de programmation qui est très simple, puissant et facile à apprendre. L'apprentissage de Python est donc très accessible, même pour les débutants. Et c'est souvent donc pour ça que lorsque vous voulez donc apprendre à programmer, on vous demande donc de débuter par la programmation en Python. L'inconvénient de Python, c'est au niveau de sa faiblesse et de sa lenteur. Donc, il faut également dire que Python va donc vous permettre de développer des logiciels bureautiques, des applications web, également des applications intelligentes. Dans le domaine de la data science, il est bien vrai que le langage R est aussi utilisé, mais le langage R est utilisé beaucoup plus du côté statistique, mais le langage primordial pour l'analyse des données, c'est le langage Python qui est utilisé. Donc, je vous conseille vivement de monter en compétence sur le langage Python. Et si vous voulez donc avoir une formation, bien un accompagnement particulier, je laisserai dans mon numéro en description de cette vidéo. Donc, je vous accompagne donc de A à Z, de partant de l'installation de votre environnement de développement jusqu'à la création de votre premier projet avec le langage de programmation Python. Donc, n'hésite donc pas de me contacter si tu as donc besoin d'un accompagnement personnalisé. Alors, déjà, il faut dire que mon environnement de développement que j'utilise ici, c'est Jupyter Notebook. Donc, toi, tu peux également utiliser Visual Studio Code, ça dépend de toi. Donc, peu importe l'IDE que tu auras donc besoin, tu peux l'utiliser. Dans notre cas concret, on va donc utiliser Visual. On va utiliser Jupyter Notebook. Je vous ferai une prochaine vidéo dans laquelle nous allons plutôt utiliser Databricks pour pouvoir développer notre code en Python. Parce qu'il faut dire que Databricks, c'est une plateforme orientée data dont tes informations seront donc hébergées dans le cloud. Donc, aujourd'hui, on va donc travailler sur Jupyter, mais rassurez-vous que la prochaine fois, on va changer un moment de plan, on aura plutôt sur Databricks. Donc, déjà, on va donc Déjà, il faut dire que avant de commencer, on va d'abord dire en Python, pour écrire un commentaire, d'abord, c'est quoi un commentaire en Python? Un commentaire en Python, c'est un code que vous écrivez et qui ne sera pas exécuté. Par exemple, lorsque j'écris ici, je vais effacer ce message ici. Lorsque écris un programme en Python qui permet d'afficher le message. En Python, le commentaire est précédé par le symbole JS. Donc, ça veut dire que si j'efface ça, ça, ce n'est plus un commentaire. Ça peut être comme un simple message. Donc, pour que ça soit comme un simple message, ici, je vais juste venir là, je prends ça en Markdown. Et puis, pour run, vous cliquez là. Donc là, vous voyez, on me dit écrire un programme qui permet d'afficher bonjour. Donc là, ça ne m'a pas exécuté le code. C'est ça qu'on appelle en fait un Markdown. Si je veux plutôt avoir un commentaire, je peux aussi le précéder simplement du symbole JS. Donc, ce que vous devez donc retenir, c'est que en Python, pour pouvoir laisser un commentaire, je le précède simplement du symbole JS. Alors, on m'a donc demandé d'écrire un programme en Python qui permet d'afficher le message bonjour. Il faut dire qu'en Python, pour écrire un message en console, vous utilisez simplement la fonction print et vous ouvrez les doubles quotes, vous mettez bonjour. Donc, voilà donc notre premier code qu'on essaie d'écrire en Python. Donc, print bonjour. On ferme la parenthèse. Donc, print permet d'afficher un message en console. Une fois que vous avez donc fait, nous sommes dans cette cellule-ci, vous venez là, vous cliquez simplement ici et c'est tout. Donc là, il n'a pas exécuté mon code. Je lui ai demandé de me print bonjour. Ok, je vais le faire dans une nouvelle cellule. Je vais donc faire cela dans une nouvelle cellule. Ou bien je peux faire dans la même cellule, mais le problème ici, c'est que, bon, je vais reprendre pour qu'on voit ensemble. Il y avait un souci. Bonjour. Ici, l'exécution pour que notre code puisse s'exécuter, vous devez désélectionner si vous mettez code. Donc, code. Et puis, voilà. Donc, voilà notre bonjour qui s'est donc affiché en console. Maintenant, je vous ai déjà montré comment afficher un message en console avec la fonction print. Vous affichez dans votre message en console avec le langage de programmation Python. Et si on a de voir la déclaration des variables en Python, donc l'avantage avec Python, c'est que Python n'est pas un langage de programmation typé. Un langage de programmation typé, c'est un langage dont on a besoin de donner le type avant de déclarer la variable. Je prends un exemple très simple. Si je vais déclarer une variable A qui est égale à 25, qui prend la valeur 25, en Python, je vais simplement écrire A égale 25.
Alors que si j'étais par exemple en langage de programmation Java, j'allais par exemple dire que int a égale 25. Donc vous voyez que ici, en Python, je n'ai pas besoin de préciser le type, le contenu, en fait le type de contenu de ma variable. Ici, en Python, c'est très simple. Je déclare seulement a égale 25. Et or, en langage de programmation Java, je devais d'abord donner le type. C'est pour ça qu'on dit que Java, c'est un langage de programmation typé, alors que Python n'est pas un langage de programmation typé. Donc, c'était juste pour attirer votre attention. Donc, je vais donc par exemple déclarer A qui est 25. Je peux également déclarer une variable B qui est par exemple 30. Donc, on a compris donc en Python, pour déclarer une variable, on précise juste donc la variable dans laquelle on va mettre cela et on donne la valeur de cette variable. Donc, ici, A va donc prendre la valeur 25 et B va prendre la valeur 30. OK. Maintenant, voyons les opérateurs de base et opérations en Python. Ici, il faut donc dire qu'en Python, vous avez l'addition. Dans les opérations mathématiques de base en Python, on a l'addition. Je vais mettre ceci pour que vous puissiez voir. L'addition, son symbole, c'est plus. On a la soustraction. On a la division, la multiplication. Donc, voilà donc plusieurs symboles mathématiques qu'on peut avoir en Python. On me dit par exemple d'écrire un programme qui fait la somme de deux nombres en Python. Ce que je vais donc faire, c'est que je vais donc créer une nouvelle cellule à partir de celle-ci. Vous venez, vous cliquez simplement là. Déjà, vous vous mettez en tête, je veux calculer la somme de deux nombres en Python. Je peux dire que la somme de deux nombres, je prends par exemple 2 et 4. Ça veut dire que j'ai besoin de mettre la valeur 2 dans une variable. Je vais par exemple dire ici A égale 2. J'ai également besoin de mettre la valeur, la deuxième valeur dans une variable. B égale par exemple 7. Maintenant, vu que je vais donc calculer la somme de deux nombres, la valeur que ça va me donner, qui est par exemple 2 plus 7 donne 9, je vais donc prendre le 9 là, je vais stocker ça dans quelque part. On appelle ça un réservoir. Dans notre cas ici, ça sera une variable qu'on va peut-être appeler somme. On va donc stocker à somme, on va donc afficher 7 plus 2. Maintenant, pour voir dans le résultat, vous dites simplement print. Donc, on va donc lui dire de nous afficher la somme. Vous écrivez exactement print et puis vous prenez ceci, vous mettez donc ici, vous fermez la parenthèse. On va essayer d'exécuter ceci, on verra donc ce qui va nous afficher. Voilà, vous voyez donc bien ici qu'il nous a renvoyé 9, simplement parce qu'on lui a dit de nous prendre la somme. Et dans la somme, on a donc fait 7 plus 9. OK, vous pouvez demain faire pour l'addition ou la multiplication. Essayons de voir dans le reste de la division. Si je prends par exemple A qui est 7, qui est 5 et B qui est 2, lorsque vous faites 5 divisé par 2, le reste de la division c'est 1 parce que 5 divisé par 2, ça fait 2, il reste 1. Donc pour exécuter dans ce programme, normalement ici, j'ai stocké la valeur d'un résultat. Je peux lui dire ici de me print. Vous pouvez dire, soit vous écrivez print de résultat, vous pouvez écrire comme ça. Print, vous ouvrez la parenthèse, vous mettez résultat, fermez la parenthèse. Ou alors, vous pouvez simplement venir là, vous afficher le résultat. Vous n'avez pas besoin d'écrire print. Donc ça, c'est l'avantage que Jupyter Notebook nous accorde. Et voilà, le reste de la division, c'est 1. Très bien. Je voulais également aborder une notion avec vous concernant la différence en Python entre 1 slash et 2 slash. Déjà, vous devez savoir que 1 slash et 2 slash sont donc tous des opérateurs de division en Python. Cependant, 1 slash effectue une division flottante. Donc, une division flottante, c'est une division avec les virgules. On aura les virgules après. Et en divisant le premier opérateur par le second. Maintenant, un slash renvoie donc la valeur sous forme décimale, alors que 2 slash effectue une division au sol en divisant donc le premier opérand par le second, mais le renvoie sous la forme d'un nombre naturel. Prenons donc un exemple pour essayer de mieux voir cela. On va donc créer une nouvelle cellule ici, là. Je vais donc créer une nouvelle cellule. Je vais donc déclarer deux valeurs. Je peux dire la première valeur, je vais la stocker ici, qui est 19. Et prendre la deuxième valeur qui est D. Je stocke ça ici, je mets peut-être 12. Je fais donc, bon, prenons des valeurs. Je prends donc, disons, 20 ici. Voilà, ici je mets donc 4. Et qu'est-ce que je vais donc faire? Je vais stocker donc le résultat dans une variable division qui est égale donc à C. Je prends donc 1 slash C, 1 slash, je prends C divisé par D. Normalement, 20 divisé par 4 doit me donner 5. On va donc essayer d'afficher. Je vous ai dit pour afficher, vous n'avez pas besoin d'écrire print. Vous prenez simplement là, vous collez là. On essaye donc d'afficher. Vous voyez que quand on affiche, ça donne la partie décimale qui est 5,0. Or, si je prends plutôt, je mets plutôt 2 slash comme ceci. Si je mets plutôt 2 slash, vous verrez, on aura 5 points. On aura simplement 5. Vous devez donc
connaître cette différence-là. Donc, je fais comme ça. J'affiche. Vous voyez là, on a 5. Je vais donc changer les valeurs ici. Je vais mettre par exemple 21. 21 divisé par 4, la partie entière, c'est 5. Et maintenant, si on va avec les virgules, ça sera différent. Donc, je vais donc essayer d'afficher ici. Vous voyez que ici on a 5 qui est la partie entière. Alors que si je mets donc un seul slash, ça va donner les chiffres avec les virgules. Donc, je vais donc exécuter. Voilà, on a 5,25. Donc, on retient qu'en Python, un slash, c'est pour avoir la partie flottante et deux slash, c'est pour avoir un nombre avec en division en restant juste avec la partie entière. Donc, maintenant, essayons donc d'écrire un programme en Python qui permet de saisir deux nombres et d'afficher leurs produits. C'est simple. Pour écrire donc deux nombres en Python qui permet d'afficher le produit, on va le faire ensemble. On va déclarer un nombre 1. Nombre 1. On va demander à l'utilisateur ici là, print. On lui demande de print, entrer le nombre 1. Ça, c'est ce qu'on demande à l'utilisateur de faire entrer. On fait la même chose. C'est comment il fait généralement. Je copie ça. Je copie ça pour gagner en temps. Je colle ici. Je mets ici nombre 2. Je lui demande print entre le nombre 2. Maintenant, vu que je vais dans un programme en Python qui saisit, écrire un programme Python permettant de saisir deux nombres et d'afficher leur produit. Pour avoir dans leur produit, je vais stocker dans une variable que je vais donc appeler produit, qui est égal donc à nombre 1 fois nombre 2. Donc, je vais avoir le symbole fois ou ici. Il faut que je cherche. Je vais rapidement utiliser mon clavier visuel pour avoir le symbole fois. Donc, je vais donc rapidement utiliser mon clavier. Nombre 1 fois nombre 2. Voilà. Et je print produit. Donc là, j'essaie d'exécuter mon programme. J'exécute. Voilà. Entrer le nombre 1. Ici, qu'est-ce qu'il me dit? Entrer. OK. Il va falloir faire un casse. Ah, très bien. Donc ici, on a donc un problème. Il va falloir faire donc un casse. Je vais dire ici que ça sera un float. Voilà. Je mets donc ici que ça sera un float. Voilà. Et fait la même chose ici. Un float, ça veut dire que ça pourra donc accepter des nombres à virgule. Et fait la même chose. C'est ça qu'on appelle un cast en Python. Donc, c'est ça qu'on appelle donc un cast. Donc, j'essaie donc de caster. Je vais faire donc la même chose ici. Je vais donc venir là, ici à l'intérieur, et faire un float. Je copie ceci. Je colle là. J'essaie donc d'exécuter. Qu'est-ce qu'il dit ici? Entrer le nombre 1. Entrer le nombre 1. Entrer. En fait, en programmation, vous devez donc être capable de pouvoir lire les erreurs et de voir exactement où est le problème. Voilà. Donc, on va donc reprendre là. Qu'est-ce qu'il dit qu'il y a un problème là? Entrer nombre 1, float. Vu qu'on fait donc un casse, nombre 1, input entre un nombre, entre deuxième nombre. OK, on va donc exécuter. Quand j'exécute donc c'est celui, très bien, ça marche maintenant. Entre le nombre 1, je fais entrer 10. Vous tapez INTA. Entre le nombre 2, je fais entrer 2. Vous tapez INTA. Il vous affiche le produit de 10 et de 2 est 20. Parce que 10 fois 2 donne bien 20. OK. Nous allons maintenant écrire donc un programme qui permet de faire l'échange du contenu de deux nombres. C'est aussi simple. Qu'est-ce qu'on va prendre? On va donc déclarer une variable A dans laquelle on va donc demander d'entrer un nombre. On déclare également une variable B dans laquelle on demande d'entrer un deuxième nombre. Maintenant, avant l'échange, on va afficher ceci. Maintenant, qu'est-ce qu'on fait ici? À A et B, à A, on va donc affecter la valeur B et à B, on va affecter la valeur A. Donc, si j'exécute donc ce programme, qu'est-ce que j'aurai de ici? Je vais donc dire, ils m'ont demandé d'entrer un entier, je fais entrer 12 et tape entrée. J'entre le deuxième entier qui est, disons, 10. Donc, ici, A c'est 12 et B c'est 10. Non. À la fin, on dit avant l'échange, A c'est 10, c'est 12 et B c'est 10. Maintenant, après l'échange ici, on voit donc que B, A c'est maintenant 10 et B c'est 12. Donc, on voit donc que le contenu des deux variables a donc changé. Donc, ce qu'on a donc fait ici, voici la ligne qui nous a donc permis de faire donc cet échange. Maintenant, ce qu'on va donc faire, c'est qu'on va écrire un autre programme en Python qui permet donc de dire ici un nombre. Écrire un programme Python qui permet d'afficher si un nombre entier saisi au clavier est pair ou impair.
Alors là, on va donc utiliser ce qu'on appelle dans les structures conditionnelles, les if-si. Donc, ce qu'on va donc faire ici, c'est que on va donc déclarer un premier nombre qu'on va appeler n. On va stocker ça à l'intérieur. On va lui dire ici int, input, int, input, entrée, entrée, un entier. Donc, c'est ce qu'on va donc lui demander premièrement, qu'il nous fasse entrer un entier. Parce qu'ils ont dit écrire un programme Python qui permet d'afficher et si un nombre entier est pair ou impair. On a donc déjà fait entrer notre entier. On lui dit maintenant if. Donc, si le nombre que nous avons donc fait entrer, si le nombre que vous avez donc fait entrer, modulo 2 égale 0, si le nombre qu'on a donc fait entrer. Donc, modulo 2, c'est pour dire que le reste de la division par 2. Si le reste de la division par 2 nous donne donc 0, si le reste de la division par 2 vous donne donc 0, on réfléchit ensemble. Donc, si le reste de la division du nombre nous donne 0, qu'est-ce qu'on va donc lui dire? On va lui dire ici 2 points. Donc, si le reste c'est 0, 2 points, 2 points, qu'est-ce qu'il doit faire? Il doit print le nombre est pair. Donc, print n, qui est donc notre nombre, est pair. Donc, si le reste de la division par 2 donne 0, ça veut dire que le nombre est pair. Maintenant, sinon, il faut savoir bien indenter votre code. If et else doivent être sur la même ligne. Donc, else, qu'est-ce qu'on lui dit dans ce cas? Print, dans ce cas, il va nous dire que le nombre n est impair. Voilà, est impair. On essaie donc d'exécuter ensemble et on voit donc le résultat. Ok, j'essaie donc d'exécuter cette cellule-ci. Qu'est-ce que j'aurai? Je lui fais entrer par exemple 10. Qu'est-ce qu'il me dit? 10 est pair, on est d'accord. Je vais réexécuter pour faire entrer un nombre impair et faire entrer 21. Très bien, 21 impair. Donc, qu'est-ce que j'ai fait dans ce code-ci? J'ai déclaré le nombre, puisqu'on m'a demandé d'entrer un nombre. Je fais donc entrer mon nombre qui est ce nombre-ci que je vais donc stocker dans la variable n parce qu'il faut toujours stocker vos nombres quelque part pour pouvoir les récupérer, les utiliser plus tard, les manipuler. On verra la manipulation des objets plus tard. On dit maintenant, on vérifie parce qu'un nombre est pair si et seulement si le reste de sa division par 2 donne 0. En Python, le reste de la division, c'est pourcent. C'est modulo, en fait, c'est pourcent modulo. Donc, si dans le nombre modulo 2 est égal, il faut savoir qu'en Python, l'égalité est différente de l'affectation. Quand c'est l'affectation, c'est une seule égalité, alors que quand c'est égal, c'est deux égalités. Donc, on prime donc que le nombre est pair, sinon on va donc prime que le nombre est impair. Maintenant, on va donc écrire un programme en Python qui permet d'afficher le plus grand nombre parmi trois nombres qu'on a donc saisis. Qu'est-ce qu'on fait? On prend donc le premier nombre. On demande à l'utilisateur de faire entrer le premier nombre. Donc, moi, ce que je fais, généralement, pour qu'on ne perde pas assez de temps, je vais dire ici là que entrer. Je copie ça, je vais dire ici que entrer. Donc, je vais prendre le premier nombre, je stocke dans une variable à input entrer le premier nombre. Je demande de me faire entrer le premier nombre. Je vais également faire la même chose dans une variable comme ceci. Je vais donc copier ceci pour aller un peu rapidement vu que je connais déjà et il y a la logique. Donc, je vais prendre le deuxième nombre, je vais stocker dans une variable B. Je prends le troisième nombre, je stocke dans une variable C. Ici, je vais donc d'entrer le premier nombre. Ici, je vais demander d'entrer le deuxième nombre. Ici, je vais demander d'entrer le troisième nombre. Et qu'est-ce qu'on va donc faire ensuite? On a dit écrire un programme Python qui permet d'afficher le plus grand nombre. Donc, au départ, moi, je suppose que mon plus grand nombre, c'est A. Donc, je vais donc déclarer une variable max que je vais donc stocker la valeur A à l'intérieur. Donc, j'ai supposé que le plus grand nombre au départ, c'est A. Et je vais maintenant lui dire que si la valeur de B est supérieure ou égale, donc si la valeur de B est, supérieure, si la valeur de B est supérieure, voilà, si la valeur de B est donc supérieure à la valeur, si la valeur de B est donc supérieure à la valeur de A, parce qu'il faut dire que A, j'ai stocké ça dans une variable max. Donc, si la valeur de B est supérieure à la valeur de A, à max, qu'est-ce qu'on va donc faire ici? On va donc dire ici que si B est supérieur à max, qu'est-ce qu'on va faire ici? 2 points. À max, on va donc affecter B. Maintenant, on va également faire un deuxième texte. Si la valeur de C est donc supérieure ou égale
à la valeur. Donc, si c'est supérieur, je vais copier ça. Si c'est supérieur, C est en majuscule, est supérieur ou égal à la valeur de max. Alors, si c'est supérieur ou égal à la valeur de max, alors qu'est-ce qu'on va faire? On va donc affecter cela également ici est égal à la valeur d'ici. On va donc lui dire quoi ici? On va lui demander de nous prendre le maximum et max. On va donc essayer d'exécuter ça. Le maximum est max. C'est tout ce qu'on aura donc à faire. Le maximum est max. Très bien, on les sépare dans la pas une virgule. On essaie donc d'exécuter ce code ici. J'essaie donc de l'exécuter. Quand je l'exécute, qu'est-ce que je vois? Je fais donc entrer le premier nombre, par exemple, qui est 10. Il va aller en ordre. Il fait entrer le deuxième nombre qui est 20. Il fait entrer le troisième nombre qui est 30. Qu'est-ce qui m'affiche ici? Le maximum est 30. Donc, je vais donc vous expliquer rapidement. Donc, ici, j'ai donc pris mes nombres. Je les ai stockés dans des différentes variables. Ici, je suppose au départ que mon plus grand nombre, c'est A. Et je stocke ça dans une variable maximum. Et je dis donc, si la valeur de B est supérieure au maximum, alors au maximum, je vais affecter B. Maintenant, comme ici, j'ai mis 2 points, vous pouvez aller à la ligne. C'est juste que j'ai voulu ne pas aller à la ligne. Vous pouvez aller à la ligne simplement. Donc, j'ai dit ici, en maximum, j'affecte A. Si B, la valeur de B, est supérieure au maximum que j'ai fait entrer, c'est normal que le maximum va prendre B. Maintenant, si la valeur de C est supérieure au maximum, c'est normal donc que le maximum va prendre la valeur C. Donc, c'est tout à fait logique. Donc, voilà donc la valeur de C. Et on constate donc ici, après étude de notre cas, que lorsque on fait entrer A qui est 10, B, le premier nombre qui est 10, le deuxième nombre qui est 20, le troisième nombre qui est 30, le maximum c'est bien 30, le maximum c'est le plus grand nombre. Ok, on va donc passer à un autre programme qui demande ici d'évaluer, écrire un programme Python qui permet d'évaluer une note saisie au clavier. Si la note est supérieure, on va mettre ça ici. Si la note est donc supérieure, si la note est supérieure à 10, alors il suffit d'afficher le message validé. Sinon, il suffit d'afficher le message non validé. La note est comprise entre 0 et 20. Alors, qu'est-ce qu'on va dire? Il faudrait d'abord qu'on récupère la note. Qu'est-ce qu'on va dire? La première des choses, on va donc déclarer une variable dans laquelle on va donc stocker la note. On va lui dire ici, disons que la note, c'est un nombre qui peut donc prendre les virgules. Float input. On va donc lui dire ici input qui nous fasse entrer la note. Entrer, sachant que la note qui va nous faire entrer, on va stocker ça dans une variable qu'on a appelée note. Ok, une fois donc qu'il m'a donc fait entrer la note, qu'est-ce qu'il va donc faire ici? On m'a dit écrire un programme Python qui permet d'évaluer une note saisie au clavier. Si la note est supérieure à 10, alors il affiche validé et la note est comprise entre 0 et 20. On a bien dit si la note est supérieure à 10. Si la note est supérieure à 10, je vais donc dire si la note qu'il m'a donnée, si la note est supérieure à 10, alors on affiche validé, sinon invalidé, non validé, très bien. La note est donc comprise entre 0 et 20. La note est comprise entre 0 et 20. Ce que veut nous dire, c'est que si la note est donc inférieure, si la note est inférieure, donc si la note est inférieure à combien? Là, on a dit inférieur ou égal à 20, parce qu'on a dit que ça ne doit pas, c'est compris entre 0 et 20. Donc, si la note est inférieure à 20 et que, en Python, et c'est Anne, et que la note est donc supérieure ou égale à 10 et que la note est supérieure ou égale à 10, qu'est-ce qu'on va faire? Dans ce cas, on met 2 points, on part à la ligne. Qu'est-ce qu'on va lui dire? On va lui demander de nous afficher le message validé. Voilà. Dans ce cas, au cas contraire, on va donc dire que else, if, donc si la note n'est pas supérieure à 10, sinon si la note du candidat, sinon si la note est donc inférieure à 10, est inférieure, la note est inférieure à 10,
où la note est supérieure ou égale à 0, donc et non ou, donc et en Python c'est an, et la note est supérieure ou égale à 0, qu'est-ce qu'on va devoir afficher ici? Est supérieur ou égal à 0. Qu'est-ce qu'on va l'afficher? Dans ce qu'on va l'afficher ici, là, print. Ils ont dit qu'on doit afficher le message print non validé. Non validé. Très bien. Sinon, on va donc afficher le message. La note est une note inconnue. La note est incorrecte. Donc, sinon, on va lui dire ici print la note est correcte. Très bien. Donc, ils m'ont demandé d'écrire un programme en Python qui permet d'évaluer une note saisie au clavier. Si la note est supérieure à 10, on affiche le message validé. Sinon, on affiche le message non validé et la note doit être comprise entre 0 et 20. Qu'est-ce que je fais? Je déclare d'abord une variable dans laquelle je vais stocker ma valeur note. Je compare donc si la note est inférieure à 20, parce qu'on a dit que la note est comprise entre 0 et 20, donc le plus grand c'est 20. Donc, il faudrait donc que si la note soit donc inférieure ou égale à 20 et que la note est supérieure à 10, donc on a deux conditions ici. La première condition, c'est que la note doit être inférieure ou égale à 20. Et la deuxième condition, c'est que la note doit être supérieure ou égale à 10. Donc, il y a le et. Il y a la différence entre and et or. Si c'était or, c'est or veut dire ou, alors que and c'est et. Donc, les deux conditions doivent être respectées. La première condition, c'est que la note doit être inférieure ou égale à 20. Et la deuxième condition, c'est que ça doit être supérieur ou égal à 10. Si une seule des deux conditions n'est pas vérifiée, alors on n'entre pas dans la boucle-ci. Parce que c'est une condition, c'est une structure conditionnelle en fait. Pareil ici, sinon si. Maintenant, si la note est inférieure à 10 et la note est supérieure ou égale à 0, dans ce cas, on va print non validé. Donc, je vais donc exécuter cette celui-ci et on verra donc ensemble le résultat. Donc, entrer la note, j'ai fait entrer 15, 16. Normalement, ici, j'ai fait entrer 16. Ça veut dire que quoi? La note est bien inférieure ou égale à 20 et c'est supérieur ou égal à 10. Donc, normalement, il doit m'afficher validé parce que c'est inférieur ou égal à 20 et c'est supérieur à 10. J'exécute donc mon code. Call honest input. Bon, qu'est-ce qu'il est en train de dire là? Entrer la note. J'ai fait entrer. Je vais essayer de. OK, entrer la note. Je vais donc taper. Voilà, très bien. Ça m'affiche donc ici, validé. OK. Bon, on va donc écrire un autre programme en Python qui demande deux nombres M et N à l'utilisateur et l'informe ensuite si le produit de ces deux nombres est positif ou négatif. On inclut dans le programme le cas où le produit est nul. C'est simple. Qu'est-ce qu'on veut faire? On veut écrire un programme qui demande deux nombres à l'utilisateur, M et N. OK, je vous donne donc 2 minutes pour réfléchir et puis on continue. Pour ceux-là qui peuvent donc écrire rapidement, écrire donc un programme en Python qui demande deux nombres M et N à l'utilisateur et ensuite, il informe ensuite si le produit de ces deux nombres est donc positif ou négatif. On inclut dans le cas où le produit peut être nul. La première des choses, on va donc déclarer une variable dans laquelle on va donc stocker le premier nombre. Vous dites simplement float input, float input. Ça sera donc quoi? Input, entrée, le premier nombre, entrée, le premier nombre. Très bien. On va également entrer le deuxième nombre, qui serait également un float, parce qu'ils ont demandé de faire entrer deux nombres, mais cette fois-ci, on va stocker ça dans une variable B. Écrire un programme Python qui demande deux nombres M et N à l'utilisateur. Ils ont donné le nom de leur variable M et N, qui demande deux nombres à l'utilisateur et les informe en fait sur le produit est cela. C'est qu'est-ce qu'on va faire? On va donc dire ici là que si M fois N, donc si M fois N, donc le produit c'est la multiplication, donc si M fois N, donc si M fois N est inférieur à 0, donc si M fois N est inférieur à 0, qu'est-ce qu'on va afficher comme message? Deux points. Print, on va donc faire print le résultat. Elle informe ensuite si le produit de ces nombres est positif ou négatif. On va dire ici le résultat
c'est inférieur à 0, le résultat sera négatif. Très bien. Qu'est-ce qu'on va faire ici? Maintenant, sinon, on va donc dire ici là, else, if, donc sinon si m fois n, sinon si le produit m fois n est supérieur à 0, est supérieur à 0, dans ce cas, qu'est-ce qu'on va faire? On va donc dire ici, print, le résultat est positif. Le résultat est positif. Et qu'est-ce qu'on va donc faire à la fin? Si le résultat n'est donc pas positif ou négatif, forcément, le résultat sera donc comment? Forcément, le résultat sera donc, on va donc dire ici, print, le résultat est nul. Donc, ça veut dire que dans ce cas, il a fait entre un nombre multiplié par 0. Donc, forcément, un des deux valeurs entre m et n vaut 0. Le résultat est nul. On va donc essayer d'exécuter dans ce programme-ci ensemble. Donc, on exécute et puis je vous explique. OK. J'exécute ceci. Je fais entrer notre premier nombre qui est 10. Je fais entrer le deuxième nombre qui est, disons, 3. Qu'est-ce qui m'affiche? Le résultat est positif. Très bien. Je vais donc encore exécuter à nouveau. Cette fois-ci, je vais faire entrer un nombre qui est négatif. Je vais faire entrer, par exemple, moins 4. Et faire entrer le deuxième nombre qui est 10. Il m'affiche le résultat est négatif. Donc, ici, j'ai donc déclaré mes deux nombres, à savoir m et n. Je les ai stockés dans les variables m et n. Je compare donc si le produit, donc si m fois n est inférieur à 0. Dans ce cas, je print donc que le résultat est positif, est négatif. Au cas contraire, c'est pour ça que je mets donc else if. Donc, sinon si le résultat, sinon si m fois n est supérieur à 0, le résultat est donc positif. Sinon, le résultat sera donc nul. OK, on va donc maintenant écrire un programme en Python qui permet donc de calculer la valeur absolue d'un nombre saisi par l'utilisateur. C'est simple. On va donc faire entrer le premier nombre au clavier. On va supposer ici que ça sera un float puisqu'on veut calculer la valeur absolue de ce nombre. Donc, qu'est-ce que je vais mettre ici? Je vais stocker ça dans une variable, disons, f. Donc, je demande le nombre à l'utilisateur. Je vais dire ici, entrer le nombre. Donc, une fois qu'il a donc fait entrer le nombre, qu'est-ce qu'il va donc checker? Il va donc lui dire ici que si le nombre que l'utilisateur a fait entrer est inférieur, donc, si le nombre que l'utilisateur a fait entrer est inférieur à 0, qu'est-ce qu'on fait dans ce cas? Si le nombre qu'il a fait entrer est inférieur à 0, qu'est-ce qu'on va lui dire? On va lui demander ici de nous print la valeur absolue de on met la virgule, de A, donc de F, la valeur absolue de F, vous mettez la virgule, et sera donc dans les doubles côtes, la valeur absolue de et sera forcément quoi? Et si le nombre est inférieur à 0, forcément sa valeur absolue sera moins A. Aussi simple que ça. Très bien. Maintenant, sinon, la valeur absolue sera toujours lui-même. Sinon, donc else, je vais copier ceci. Je mets ici, mais seulement que je vais changer si j'enlève le moins. Très bien. Donc, je vous explique donc. On m'a demandé d'écrire un programme en Python qui permet de calculer la valeur absolue de deux nombres. D'un nombre. Je récupère donc le nombre, je stocke ça dans une variable f et je lui dis donc que si le nombre f est inférieur à 0, il va m'afficher la valeur à moins. Ça veut dire si par exemple, on me demande de calculer la valeur absolue de moins 2. Ici, on a en train de dire que la valeur absolue de moins 2 sera donc moins facteur de moins 2. Moins fois moins donne plus. Parce que la valeur absolue d'un nombre ne sera jamais négative. La valeur absolue d'un nombre, c'est comme une distance que vous calculez. Donc, la valeur absolue d'un nombre, elle sera toujours positive. Une distance n'est jamais négative. Donc, c'est pour ça qu'on dit ici que la valeur absolue de f sera donc moins f. Ici, non moins a. Ici, c'est moins f parce que c'est la valeur absolue de f que nous voulons calculer. On va donc essayer d'exécuter donc ensemble. On exécute. OK, il me demande donc de faire entrer un nombre. Je vais donc faire entrer moins 13. OK, voilà, il nous affiche la valeur absolue de moins 13 est 13. Ici, il met moins 13 au point 0 parce qu'ici, j'ai dit que le type de retour c'est un float. Si je mets donc ici int, pour dire que c'est un entier, vous allez voir, il va maintenant me mettre moins 13 et 13. Il n'y aura plus 13 au point 0. Donc, j'exécute. Vous voyez donc, je fais entrer moins 13.
Voilà, vous voyez, la valeur absolue de moins 13 est moins 13. Très bien. On va écrire maintenant un programme en Python qui permet donc de calculer la moyenne de 3 entiers saisis par l'utilisateur. C'est très facile même. Donc, écrire un programme Python qui calcule la moyenne de 3 entiers entrés par l'utilisateur. La première des choses, il faudrait d'abord que l'utilisateur entre ces 3 entiers. Et lorsqu'il va donc faire entrer ces 3 entiers, on va donc les stocker dans des variables différentes. Donc, la première variable dans laquelle je vais donc faire entrer mes nombres, il y a d'abord A, ensuite il y a B, ensuite il y a C. Qu'est-ce que je vais donc lui dire ici? Entrer. Écrire un programme qui permet de calculer la moyenne de 3 entiers. Entrer le premier nombre. Donc ici c'est entrer le premier nombre, entrer le deuxième nombre, entrer le troisième nombre. Qu'est-ce qu'on va donc dire ici? La moyenne d'un nombre. Si je veux la moyenne de 3 nombres, j'additionne les 3 nombres et je divise par 3. Donc, je vais donc récupérer la moyenne là que je vais donc stocker dans une variable. La moyenne là sera simplement égale. Donc, je vais donc faire ici. C'est la valeur que l'utilisateur fait entrer, que j'ai stockée dans la variable A, plus la valeur qu'il a fait entrer, que j'ai stockée dans la variable B. Je vais coller ici la valeur qu'il a fait entrer, que j'ai stockée dans la variable B. OK. Bon, plus la valeur qu'il a fait entrer dans la variable B, plus la valeur qu'il a fait entrer, qui est stockée dans la variable C. Et ferme la parenthèse et je divise simplement par 3. Donc, pour diviser, donc, vous allez donc utiliser le slash, donc en informatique, en Python en particulier. Voici donc le symbole de la division. On l'a fait quelque part là plus haut. Voici le symbole de la division. Ici, je vous ai montré ça sur un opérateur. Ce sont des opérateurs mathématiques. Donc, je vais donc scroller là plus bas. Je vais faire donc ici diviser par 3. Et je lui dis ici là donc, si j'affiche simplement moyenne ici là, il va me prendre la valeur de la moyenne. OK, je vais donc exécuter. Il dit ici qu'il y a un problème. On essaie de voir ensemble le problème. On a demandé de faire entrer le premier nombre. Il a fait entrer. Il entre le deuxième nombre également. Ici, qu'est-ce qu'on fait? On récupère donc A qui est un int, input, entre le premier nombre, bien sûr. B, ah, OK, il y a un problème ici. La ligne de code ici ne devait pas être là. Très bien. OK, je vais donc exécuter à nouveau. Entre le premier nombre, je fais entrer 10. Entre le deuxième nombre, je fais entrer 20. Entre le troisième nombre, je fais entrer 30. Et normalement, si on prend une calculatrice, je vais prendre une calculatrice avec vous. On effectuera ensemble le calcul. Calculatrice. Le premier nombre que l'utilisateur, je vais la déplacer ici pour qu'on puisse voir ensemble. Le premier nombre qu'il a fait entrer, c'est 10. Ensuite, il a fait entrer le deuxième nombre qui est 20. Ensuite, il a fait entrer le troisième nombre qui est 30, qui est égal. Maintenant, lorsque il divise donc par 3, normalement, mon résultat que je dois avoir, c'est 20. Donc, voilà, vous voyez donc bien là que ici, la moyenne est 20. Maintenant, si je voulais donc, OK, c'est bon parce que c'est, OK, c'est bon, ça donne donc 20. Donc, voilà donc un petit programme en Python qui vous permet donc de calculer la moyenne de 3 nombres entrés par l'utilisateur. OK, on va donc écrire un programme maintenant ici. On va sauter quelques programmes là parce que, bon, on va donc écrire un programme en Python qui demande l'âge d'un enfant et permet de l'informer donc si cet enfant écrire un programme Python qui demande l'âge d'un enfant et permet d'informer de sa catégorie, sachant que les catégories sont les suivantes. Donc, c'est un poussin de 6 à 7 ans, c'est un pupille de 8 à 9 ans, un minime de 10 à 11 ans, un cadet après 12 ans. Donc, qu'est-ce qu'on va donc faire? La première des choses, c'est qu'on va donc demander l'âge de l'utilisateur. On va donc stocker ça dans une variable âge. On va donc ici float. On met ici input. OK. On va donc dire ici entrer votre âge. On demande à l'utilisateur de faire entrer votre âge. OK, donc on lui dit maintenant, ils ont dit que si l'âge est compris entre 6 et 7 ans, donc on va donc commencer par le cas. On peut aller dans quel ordre? On peut commencer soit en montant, en respectant les conditions, ou en descendant. Ils ont dit ici, si l'âge est compris entre 6 et 7 ans, on doit dire que c'est un poussin. Bon, nous on va donc prendre en montant. Qu'est-ce qu'on va dire ici? Si l'âge, déjà, parce que la dernière condition, c'est la plus simple. Donc, on va donner ici, si l'âge du mec est donc supérieur, si l'âge est supérieur ou égal
Si l'âge est supérieur ou égal à 12, qu'est-ce qu'on fait? Ils ont dit qu'on doit print, il est cadet. Print, vous êtes cadet. Print, vous êtes cadet. Très bien. Maintenant, on a appris la condition ci. Donc, si l'âge est, parce qu'on a dit 12 ans après, donc si l'âge est dans cet âge, il est cadet. OK, on prend une autre condition. Sinon, donc, else if. Sinon, l'âge est compris entre 10 et 11 ans. Donc, si c'est compris entre 10 et 11 ans, donc ça veut dire que si l'âge est compris entre 10 et 11 ans, ça veut dire que si l'âge est supérieur ou égal à 10, donc si l'âge est supérieur, non, si l'âge est supérieur ou égal à 10 et que l'âge est inférieur ou égal à 11, inférieur ou égal à 11, qu'est-ce qu'on va faire dans ce cas? Ils ont dit que dans ce cas, on print, il est mineur. Print, vous êtes mineur. Vous êtes mineur. OK. Maintenant, ici j'ai mis deux parenthèses, ça va créer un bug. On a fini avec la deuxième condition. Si maintenant, si l'âge est compris entre 8 et 9 ans, donc si l'âge est compris entre 8 et 9 ans, qu'est-ce qu'on va donc faire? On fait la même chose. On lui dit maintenant, else if. Donc on joue avec les else if. Else if. Donc si l'âge est, je vais donc changer juste les conditions ici. Bon, je suis habitué à programmer en Java, c'est pour ça que je mets toujours les parenthèses là. Donc, sinon, si l'âge est supérieur ou égal, on est au niveau de la condition, c'est entre 8 et 12. Donc, si l'âge est supérieur ou égal à 8 et inférieur ou égal à 9, qu'est-ce qu'il va faire? Il va print, vous êtes pupille. Donc, il va donc nous afficher le message, print, vous êtes pupille. Vous êtes pupille. Maintenant, on va donc prendre l'autre condition qui est 6 à 7 ans. On va donc lui dire ici, else if, je vais juste copier ça pour ne pas prendre assez de temps. Else if, je ressors, il faut bien indenter votre code en Python. Si l'âge est maintenant supérieur à 6, voilà, et que c'est inférieur ou égal à 7, qu'est-ce qu'on print? On print, vous êtes poussin. Très bien. Voilà. On exécute dans le code. On exécute. Je fais donc entrer. Je vais donc prendre cas par cas. Si l'âge est supérieur ou égal à 12, donc je vais faire entrer 15 parce que 12 est supérieur à ça. Normalement, il doit m'afficher, vous êtes cadet. On voit donc bien là, vous êtes cadet. Je prends un autre exemple. Je vais afficher le cas où vous êtes mineur. On a dit que vous êtes mineur si votre âge est compris entre 10 et 11 ans. Donc, si c'est supérieur ou égal à 10 et que c'est inférieur à 11, donc je vais faire entrer ici 10,5. Alors, il doit normalement nous afficher, vous êtes mineur. On voit bien ici, il y a un problème. On essaie de lire le problème ensemble. Could not convert string to float. Do not convert string to float. Donc, ça veut dire qu'il y a une conversion qu'il faut faire ici, forcément. On a pris l'âge, on a donc stocké dans une variable float. Et qu'est-ce qu'il fait ici? Est-ce que... OK. Donc, je vais donc essayer de revoir mon code là. Print vous êtes cadet. Donc, si l'âge est supérieur ou égal, je vais donc recompiler ça et voir. La condition ici, c'est quoi? C'est que ça doit être supérieur ou égal à 10. Ah, ok, très bien. Supérieur ou égal à 10, c'est inférieur ou égal à 11. Donc, ça veut dire que 11 marche aussi. Il doit donc m'afficher, vous êtes mineur, parce qu'il y a le symbole de l'inégalité là, inférieur ou égal. Non, qu'est-ce qu'il doit faire? Je dois taper. Voilà, vous êtes mineur. Je vais donc prendre le cas pour qu'il m'affiche, vous êtes pupille. J'exécute, je fais entrer 9. Je tape, on voit bien, vous êtes pupille. Très bien. Maintenant, écrivons un autre programme en Python qui permet d'afficher le mois en lettres selon le numéro saisi au clavier. Qu'est-ce qu'on va donc faire? On veut le mois en lettres selon le numéro saisi au clavier. C'est facile. Ça veut dire, par exemple, si l'utilisateur saisit 1, on affiche janvier. S'il saisit 2, on affiche février. Ainsi de suite. Donc, si l'utilisateur tape 1, le programme affiche janvier. Si l'utilisateur tape 2, le programme affiche. Donc, je vais donc prendre ceci. Je mets à la ligne pour que vous puissiez bien voir. Donc,
Qu'est-ce qu'il va faire? Je copie ça. Je colle ici. Donc, on va écrire un programme Python qui permet d'afficher le mois en lettres selon le numéro saisi au clavier. Si l'utilisateur tape 1, le programme affiche janvier et 2, le programme affiche, ainsi de suite. Qu'est-ce qu'on va donc faire? On ira donc à la ligne. On va donc stocker cela dans une variable mois. On va donc dire mois input. On va d'abord faire un cast. On fait donc un input, entrez votre numéro de mois. Entrez votre numéro de mois. Très bien. Qu'est-ce qu'on aura ici? On va donc lui dire ceci. Si, c'est habituel programme en janvier. Si le mois qu'il a fait entrer est égal, double égalité, est égal à 1, qu'est-ce qu'on affiche? Si le mois est égal à 1, qu'est-ce que j'affiche? Je lui fais un print. Dans ce cas, on va m'afficher janvier. Donc, print janvier. Très bien. Maintenant, else if mois égale 2, je dois indenter ça, on va marcher ensemble. Else if mois, ok, je dois entrer avec ça. Else if mois égale 2, qu'est-ce qu'on fait? On print février. On print février. Très bien. Maintenant, else if, on part la ligne. Else if mois est égal à 3, qu'est-ce qu'on fait? On print max. On va donc essayer d'exécuter ça. Le reste, vous ferez donc vous-même. J'essaie d'exécuter ceci. Quand j'exécute, qu'est-ce que j'ai? On a un problème là. Il y a une parenthèse qui n'est pas bien fermée. Ok, c'est ça ici. Très bien. J'exécute. Entre le mois, je vais faire entrer 3. Ok, il m'affiche max. Je vais reprendre et faire entrer 2. Ok, il m'affiche février. Très bien. Donc, vous pouvez donc faire la suite des autres. Vous jouez avec les else if. On va donc écrire maintenant un programme qui permet d'afficher le message bonsoir 10 fois en utilisant la boucle tant que c'est facile. Donc, vous devez savoir donc qu'en programmation, les boucles vous permettent de répéter des actions. On a la boucle tant que, la boucle répétée et la boucle pour, donc qui permet en fait de parcourir. Donc, ici, on va écrire un programme qui permet de dire bonjour 10 fois. Pour le faire, je vais donc déclarer mon compteur i qui est égal à 1 au départ. Et qu'est-ce que je vais lui dire? Je vais lui dire ici que tant que mon compteur i est inférieur ou égal à 10, donc tant que mon compteur est inférieur ou égal, tant que mon compteur est inférieur ou égal à 10, qu'est-ce que je fais? Tant que mon compteur est inférieur ou égal à 10, je vais toujours lui dire, de me print bonjour, c'est bonsoir. Donc, tant que mon compteur est inférieur ou égal à 10, je vais lui print bonsoir. Je vais donc incrémenter mon compteur parce que le compteur est à 1. Après, ça quitte de 1, ça passe à 2. Ça quitte de 2, ça passe à 3. Pour le faire, je passe donc par une incrémentation. C'est tout. On essaie donc d'exécuter. Très bien. Vous voyez donc qu'on a bonjour une fois, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Donc, ça permet de dire bonjour 10 fois. Écrivons donc un programme qui permet maintenant de calculer la somme des nombres, c'est-à-dire 1, 2, 3, si l'utilisateur fait entrer. Écrire un programme permettant de calculer la somme 1 plus 2 plus 3 jusqu'à plus 10 en utilisant la boucle tant que c'est toujours facile. Je déclare mon compteur i au départ qui vaut 1. Je déclare ma somme au départ qui a 0. Qu'est-ce que je vais lui dire? Je vais donc lui dire que tant que mon compteur i sera toujours inférieur, tant que mon compteur i sera toujours inférieur ou égal, tant que mon compteur il sera toujours inférieur ou égal à 10. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? Tant que mon compteur il sera toujours inférieur à 10, à la somme que j'ai, qu'est-ce que je vais faire? Je récupère l'ancienne valeur et j'ajoute la valeur, la valeur du compteur. Et ici, qu'est-ce que je fais? Je vais donc incrémenter mon compteur de i plus 1, de i plus 1.
Très bien. Je vais lui faire quoi ici? Je vais donc lui faire un print de la somme est. La somme est, je mets la virgule, je récupère, j'ai stocké ça dans une variable somme. Je récupère cette somme-ci et je colle ça ici à l'intérieur. Ok, je vais donc essayer d'exécuter donc mon code. Ok, j'exécute. On voit donc que la somme est 50 parce que lorsque vous allez faire 10 plus 1 plus 2 plus 3 plus 4 plus 5 plus 6, est-ce que ça va donner 55? La somme au départ, tant que i est inférieur ou égal à 10, est-ce que lorsque on va essayer de prendre une calculatrice, vite fait là, on vérifie ensemble. Je pense que c'est le dernier programme que nous sommes en train d'écrire. Dans une prochaine, je vais donc vous faire un programme d'utilisation des dictionnaires de données, très important en programmation, la manipulation des dictionnaires, les listes, les tuples, 1 plus 2 plus 3 plus 4 plus 5 plus 6 plus 7 plus 8 plus 9 est égal à 45. OK. Plus 10 parce qu'on a dit que c'est inférieur ou égal à 10. On voit donc que c'est 55. Donc, ici, on a dit que tant que c'est inférieur ou égal à 10, donc il est également exécuté au cas où la valeur est égale à 10. Donc, voilà donc quelques petits programmes que vous pouvez utiliser, écrire en Python en utilisant cela. On va aussi écrire un programme en Python qui permet donc d'afficher la table de multiplication en utilisant maintenant la boucle pour. Qu'est-ce qu'on va donc faire pour écrire donc un programme en Python qui permet de faire la multiplication des nombres en utilisant la boucle pour? Qu'est-ce qu'on va dire ici? Simplement, écrire un programme Python qui permet d'afficher la table de multiplication par 5. Vous avez 2 minutes pour réfléchir. Écrire un programme Python qui permet donc de faire la table de multiplication par 5. C'est facile. Qu'est-ce qu'on va donc dire ici? Vous allez simplement utiliser la boucle for. Si elle lui dit ici for i in range, qu'est-ce qu'elle veut lui dire? Ça va aller de 1 jusqu'à 11. Je vais faire comme ceci. Je lui demande donc de me print. Qu'est-ce qu'il va me print? 5 multiplié. Donc 5 étoiles. Donc 5 multiplié. Je vais le mettre ici 5 multiplié par. Si je prends 5 multiplié par 1, donc 5 multiplié, je ferme les doubles côtes. Je vais mettre ici 5 multiplié par i, bien sûr. Je mets la virgule. 5 multiplié par i, je mets ici est égal. Je mets le double côte. Est égal donc à quoi? Est égal à, c'est le nombre i que j'ai pris, que je vais donc multiplier par 5. Donc, quand je prends donc 1 fois 5 me donne donc 5. 2 fois 5 va me donner 10. 3 fois 5 va me donner 15. J'essaie d'exécuter ceci. Il y a un problème là. For i, il faut un 2 points là, bien sûr. Ici, je dois indenter mon code. J'exécute à nouveau. Il dit qu'il y a un problème au niveau de la syntaxe. OK. Ici, c'est i multiplié par 5. Voilà. J'essaie d'exécuter mon code. Très bien. Voilà donc la table de multiplication qui m'a donc affiché par 5. Donc, voilà donc un peu comment tu peux donc t'entraîner à rédiger tes programmes en Python. Comme je vous ai toujours dit, la meilleure façon d'apprendre un langage, que ce soit Python, Java ou Scala ou bien R, la meilleure façon d'apprendre un langage, c'est de programmer. Donc, c'est en programmant que vous allez donc développer des réflexes qui vous permettront donc d'augmenter votre productivité au quotidien. Donc, si vous avez donc besoin d'accompagnement, que ce soit donc pour vos projets de data science ou encore pour une formation en Big Data, utilisation des outils tels que Snowflake, Apache Spark, SQL, Python. Alors, je reste donc disponible. Je laisserai dans mon numéro WhatsApp en description de cette vidéo aussi. On se prend donc dans une prochaine vidéo pour la manipulation des listes des tables. C'était donc David Tanko pour le compte de Big Data. Bye.